Alors avant de commencer la table ronde, je voulais rappeler quelques grands chiffres qui vont nous permettre après de rebondir et d'élaborer un petit peu sur tout ça. Il y a quand même 100 000 exploitations agricoles en moins en France depuis 50 ans. 100 000. On a chaque semaine 200 fermes qui mettent la clé sous la porte. 100 000 en 10 ans. Ah ben, tu vois, j'ai même pas des bons chiffres. 100 000 en 10 ans, merci. Vous allez pouvoir tous me corriger après. Gros recul des ventes de bio sur les dernières années, au moins les 2 dernières années. Alors moi, j'ai trouvé aussi qu'un poulet sur 2 consommé en France est importé. Alors moi, j'ai trouvé ça quand même assez frappant, puisque je ne pense pas que tout le monde ait conscience de ça. Beaucoup de maladies qui montent avec la malbouffe, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, obésité. La vente qu'on appelle hors domicile qui monte et pour laquelle on n'a pas tellement d'informations sur l'origine des produits. Et puis, depuis une vingtaine d'années, moi j'ai l'impression que tout le monde se passe un peu la patate chaude. Alors, Pierre-Marie l'a dit juste avant, mais alors, on a l'impression que c'est les consommateurs qui devraient changer. Parfois on dit c'est les agriculteurs, parfois on dit c'est les distributeurs, parfois on dit c'est les transformateurs. Bon, ça tourne sans arrêt. Et du coup, je reviens un peu à la question que je posais au tout début. Est-ce que, à force de se passer la patate chaude et de dire qu'il faudrait collaborer, mais finalement on ne le fait pas, est-ce qu'on n'est pas en train de se condamner à manger de plus en plus mal, probablement de moins en moins cher, avec des conditions pour notamment les animaux qui sont de pire en pire, donc petit à petit en détruisant la planète, alors qu'il y a quand même un fort consensus sur le fait qu'il faudrait faire autrement. Alors pour commencer, j'ai envie de passer la parole à Bertrand Swiderski de Carrefour parce que je viens de dire que le bio recule et si je ne me trompe pas, vous venez d'annoncer votre Act for Food 2 en donnant une plus grande part au bio. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer ça ? Non, le bio a reculé. Le bio a reculé, Le bio d'accord. a reculé et le bio montre des signes de croissance, de retour au bio, etc. Mais vous savez, en fait, le consommateur, et ça a été bien dit par Pierre-Marie, c'est pas quelque chose de linéaire. On n'est pas toujours en train de consommer la même chose, etc. On vit avec son environnement. Et donc, en effet, avec la période d'inflation, le bio a moins attiré l'adulte. Et c'est important de dire l'adulte, parce qu'en fait, ce qu'on a observé, c'est que la croissance du bio sur l'enfant est restée constante. C'est-à-dire que nos clients sont venus en magasin, ont peut-être moins acheté de produits bio, et peut-être que Nicolas pourra le confirmer d'ailleurs sur le lait, pour eux. Mais par contre, ils ont conservé le bio pour leurs enfants. Donc ça veut dire que quand vous voyez ça, quand vous analysez un peu ça, vous vous dites, non, mais en fin de compte, l'énergie du bio, toutes les qualités du bio, etc., que la société a apportées, ils sont encore là, ils sont encore bien présents. Et qu'en fait, ça va repartir. Et donc, évidemment, qu'on a repris un engagement encore plus important pour dynamiser le bio, pour remettre le bio au magasin. Et puis, ça répond un peu à votre question, c'est à nous, pourquoi le bio a été en décroissance ? Oui, parce qu'il y a eu un désamour du client, ça c'est vrai. Mais du désamour du client, nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a retiré des produits, on s'est désengagé. Et en fin de compte, c'est une spirale qui va pas très bien, ça. Donc maintenant, on veut casser cette spirale, on se réengage, on réengage les magasins, on remet des produits en magasin, des produits en rayon, et on voit que la croissance, elle revient. Donc vous voyez, il n'y a pas de responsabilité. La responsabilité, elle est collective, d'accord ? Mais il faut essayer de jouer avec et de jouer un tango qui soit gagnant-gagnant. Et est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un peu plus ce qu'est Act for Food, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde connaisse très bien, et en quoi justement cet engagement que vous prenez, ou vous gardez, ou vous renforcez sur le bio, s'inscrit dans Act for Food 2 chez Carrefour ? Non, mais Act for Food, c'est d'abord, je pense, une vision de ce que doit être l'alimentation de demain. Donc, alors quand je dis ça, ça paraît un peu planétaire, mais c'est est-ce qu'on veut un monde avec plus d'emballage plastique ? Est-ce qu'on veut un monde avec des produits qui viennent de plus loin, etc. En fait, quel monde on a envie de construire ensemble ? Est-ce qu'on veut un monde dans lequel les agriculteurs vivent tous de leur métier ? En fait, il faut d'abord voir une utopie en face. C'est un peu ça d'abord, Act for Food. Et de se dire, voilà, bien sûr qu'il y aura moins de plastique, bien sûr que les agriculteurs doivent vivre leur métier, bien sûr que le bien-être animal fait partie de la référence humaine normale, bien sûr qu'on va devoir acheter plus local, bien sûr qu'on aura une souveraineté. Tout ça sont des évidences que peut-être tout le monde partage ici, mais qu'il faut avoir en ligne de mire. Et pourquoi Act for Food ? Parce qu'il ne faut pas rester devant un PowerPoint, il ne faut pas rester en train de s'envoyer des mails, etc. Il faut faire. Et n'importe quelle action, et c'est action, n'importe quelle action est bonne.
Je veux dire, vous enlevez du plastique. Quelquefois, j'enlève le plastique d'une petite référence. Et on me critique sur les réseaux sociaux en disant « Oh, c'est tout petit. Ah, c'est tout petit, vous avez fait quoi, vous ?» D'accord ? Et puis c'est la succession de petites choses. Les démarches durables, les démarches vertueuses, elles s'accumulent les unes derrière les autres. Et donc tout l'esprit, c'est d'agir. Agir, agir, agir. Toujours avoir une nouvelle action. Vous avez vu avec le Nutri-Score, on impose à nos fournisseurs d'appliquer le Nutri-Score. Bon, certains disent oh, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais il faut le faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce que je vais essayer de donner comme esprit, c'est que voyons loin, mais par contre, arrêtons tous les trucs, les slides, les trucs. Soyons hyper humains, soyons dans la vraie vie. Vous avez 2 boîtes de petits pois, elles sont mises dans du plastique. Bah, vous pouvez faire en carton ou pas ? Oui, non. Si c'est oui, on fait en carton. Parce qu'on a cette vision-là. Donc j'entends dans ce que vous dites, et par rapport à ce que Pierre-Marie disait tout à l'heure, que finalement, il y a une vraie possibilité d'influencer le marché par ce qu'on offre et de pas simplement réagir à la demande. Et ça m'amène, je me permets peut-être à Agathe Gignoux de CIWF. Est-ce que vous voyez ça, vous ? Est-ce que vous voyez les acteurs vraiment essayer d'influencer finalement les consommateurs en leur proposant des produits peut-être plus responsables, notamment sur la question du bien-être animal ? Je vais vous laisser présenter peut-être CIWF aussi. Oui, bonjour à tous. En effet, je présente peut-être rapidement CIWF, donc c'est l'acronyme pour Compassion in World Farming, et on est une ONG créée par un éleveur laitier dans les années 60 face à la montée de l'intensification de l'élevage pour faire un focus sur les enjeux de bien-être animal en élevage. Et puis, au fur et à mesure du temps, on a élargi nos combats, enfin, en tout cas, toujours avec une expertise sur le bien-être animal, mais pour montrer l'ensemble des enjeux autour de l'élevage. Et donc, nous, on va travailler sur les enjeux de durabilité de l'élevage, bien sûr, en intégrant le plus possible, en intégrant au cœur de ces enjeux-là, auprès de différents acteurs, comme ceux de la distribution, mais l'ensemble des acteurs de la chaîne, l'enjeu du bien-être animal qui fait partie, qui fait vraiment à part entière de la durabilité. Et c'est vrai que moi, je partage les constats qui sont faits, agir, et chacun fait sa part, mais malheureusement, sur la question des produits animaux, et c'est vrai que je fais un focus sur l'élevage, et on l'a bien vu avec Pierre-Marie, que c'est un enjeu énorme en matière de durabilité de l'alimentation. C'est essentiel de se poser la question des produits issus de l'élevage. Sur la question de l'élevage, depuis 2012, notre consommation, enfin depuis plus de 2012, mais notre consommation de produits issus de l'élevage stagne. On est dans les mêmes volumes. On est à peu près à 85 kilos de produits issus de l'élevage par habitant et par an. Et ce que l'on voit, c'est des évolutions à l'intérieur de ce volume qui est déjà très important et, comme l'a dit Pierre-Marie, trop important. On voit des évolutions qui sont en plus de cela, plutôt défavorable, surtout si l'on regarde l'ensemble des impacts de la production. Alors, bien sûr, sur le bien-être animal, en premier, l'augmentation dans cette enveloppe de 85 kilos, l'augmentation la plus massive, c'est le poulet. Pierre-Marie l'a dit, je le répète encore. On est passé de 15 kilos par an par personne en 2012 à 22 kilos. On a dépassé le bœuf. On a encore le porc qui est devant. Donc, les deux, porc et volaille, sont aujourd'hui les produits animaux qui sont le plus consommés. La consommation aussi de produits laitiers est très importante. Elle augmente à l'échelle mondiale, pour le coup. On est dans des contradictions énormes, puisque sur cet enjeu massif qui est celui de l'élevage, notre consommation stagne, et en plus, à l'intérieur, donc, elle se transforme sur des productions qui sont probablement les plus impactantes. Alors, en termes de CO2, ce qu'on regardait un peu encore, et on regarde toujours, on peut dire qu'un poulet peut être super efficient, mais en réalité, quand on regarde les impacts de ces productions sur l'ensemble des enjeux de durabilité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et justement, il faut se poser la question de est-ce que cette production qui ne ressemble peut-être pas tant à de la viande pour beaucoup de consommateurs, c'est un peu une stratégie de contournement en réalité, consommer du poulet à la place de la viande rouge, parce que c'est un peu moins de la viande, clairement pour la majorité des gens. Est-ce que réellement c'est durable ? Est-ce que c'est responsable ? Est-ce qu'on voit bien sûr que cette consommation-là qui se transforme à l'intérieur d'un volume toujours aussi énorme,
est-ce que, enfin, ça se voit également dans les modes de production, forcément. Et donc, on a en France des chiffres qui, malheureusement, même si j'espère ça repart, comme vous le dites sur le bio, sont catastrophiques. On est passé en 2020, alors on était post-Covid, tout va bien, on va changer le monde de demain. On est passé de 20% de poulets plein air en France à 14% aujourd'hui. Donc, c'est des tendances qui sont extrêmement inquiétante. Et d'un point de vue de bien-être animal, je ne vous dis même pas, puisque on est sur des densités en poulet de chair à 42 kg du mètre carré, 42 kg du mètre carré, pardon, oui, qui est la densité maximale autorisée. La France est d'ailleurs championne en production de poulet à 42 kg du mètre carré. Pour des productions en bio ou en label, qui sont, elles, à 2 fois moins de densité, voire moins, et avec un accès extérieur, un accès plein air et des enjeux de durabilité qui vont avec. Donc cette dégringolade, elle est extrêmement inquiétante. Et c'est vrai qu'il va falloir un peu de tout le monde pour qu'on fasse un focus sur cet enjeu de consommation de produits issus de l'élevage. Or, on voit qu'en matière de décision publique, il y a un petit peu de marge. Le gouvernement nous fait un plan sur la transition de l'élevage, dont le but, c'est de produire plus. Et on ne se préoccupe pas de la sujet de la consommation, en fait. Et ça, c'est vraiment très inquiétant. Alors on pourra y revenir. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Nicolas Chaban, on se dit, voilà, il y a quand même tout un tas de problématiques. On voit qu'il y a une espèce de dégradation de la qualité, qu'on part sur de la massification, etc. Et tout ça se fait quand même beaucoup aussi au détriment des producteurs eux-mêmes. Alors, je sais que chez C'est qui le patron, il y a vraiment ce point de départ qui est comment on s'assure que nos producteurs arrivent à bien vivre et à bien faire les choses. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer un peu la philosophie de C'est qui le patron et nous dire justement sur cette question d'avoir une alimentation qui soit durable pour la planète, pour les hommes, et qui soit bonne, comment vous prenez le sujet, où vous en êtes ? Alors, déjà, bonjour à tout le monde. Vous dire que C'est qui le patron, c'est une coopérative de consommateurs. Il y a 3 structures. Mais il faut avoir ça en tête. On est des vrais consommateurs, dans une logique de consommateurs. En fin d'année, s'il y a de l'argent, les bénéfices ne sont pas distribués en dividendes. Ils reviennent vers le soutien aux producteurs. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand vous n'avez plus la pression financière, que vous n'avez pas de résultats à faire pour servir des fonds de pension américains, vous avez tendance à vous rapprocher de autre chose que de l'expertise, du business plan, de la logique et de la part de marché. C'est le fameux bon sens qu'on partage tous. Un peu de bienveillance, un peu de bon sens. Et quand tu es consommateur, tu fais une marque parce que les grandes marques n'ont pas fait un lait équitable. On leur a demandé pourtant. On s'est rendu compte qu'il manquait 8 centimes par litre de lait pour qu'un producteur s'en sorte. 8 centimes par litre. On en boit 50 litres par an et par habitant. Pour ceux qui en boivent, ça représente 4 € par an. Et c'est là où C'est qui le patron a démarré, parce que quand tu es consommateur, un peu naïvement, tu te dis c'est pas possible qu'il n'y ait aucun produit qui me permette déjà d'acheter. Parce que là, on arrive à la question d'avant. Alors là, je ne vais pas me faire que des copains, mais en tant que consommateur, je vais forcer un peu le trait. Je sais qu'il y a des nuances, mais je vais quand même vous donner une impression qu'on partage au niveau de la coopérative. On est 15 000 dans la coopérative et il y a 16 millions d'acheteurs aujourd'hui des produits. Quand le lait arrive, il faut se mettre en perspective des produits qui seraient des évolutions positives qu'on pourrait faire. Qu'est-ce que dit la grande distribution ? Bon, là, j'ai de la chance, c'est Carrefour qui a lancé l'initiative, donc je vais pouvoir dire du bien de Carrefour et volontiers. Mais qu'est-ce que disent les experts et tout le monde ? Mais vous ne vendrez jamais une brique de lait, elle est 23 centimes plus chère que le premier prix. Ça ne se vendra pas. Et donc, on voit comment la boussole, jusqu'à aujourd'hui, est tournée vers il faut le prix le plus bas, le prix le moins cher. Alors, c'est vrai pour 30% des gens en France. Il ne faudra jamais oublier les familles. Quand tu n'arrives pas à nourrir ta famille, on ne peut pas te parler de 4 € de plus par an. Et il faut trouver des solutions pour ces 30% de gens qui, évidemment, éprouvent des difficultés. Mais on n'a plus du tout parlé des 70% de gens qui pouvaient rajouter 4 € de plus par an sur le lait, 1,60 € sur le jus de pomme. Les producteurs de pommes, ils arrachaient leurs arbres parce qu'il leur manquait 9 centimes par kilo. Ça représente ça par an. Donc, en fait, ce qu'on a fait, nous, on n'avait pas d'agence de com, on a eu un directeur financier au bout de 3 ans et demi, pour vous donner un peu
le principe de C'est qui le patron, on s'est dit on va faire des produits comme on les ressent, émotionnellement, avec un peu de bon sens. Un producteur de lait qui fait 7 sur 7, du lundi au dimanche, il ne peut pas être l'esclave social et que mon argent indirectement entretienne le fait qu'il soit très malheureux. C'est pas possible. Bon, on a créé une brique de lait. Cette brique de lait qui était destinée à ne pas se vendre, la première année, Bertrand s'en souvient, les grands experts nous avaient dit vous allez vendre 5 millions de litres de lait, c'est un plafond pour une nouvelle marque, c'est pas possible autrement. 33 millions de litres de lait. Pas de pub à la télé, pas de commerciaux dans les magasins. Et puis, chemin faisant, c'est devenu, hors marque distributeur, puisque le classement ne prend pas en compte les marques distributeurs, le classement de Nielsen, c'est devenu la brique de lait, là voilà, mais c'est une vraie fierté, c'est pas une gloire déplacée. Ça, c'est la brique de lait la plus vendue de France, hors MDD. Ça veut dire qu'elle redonne le sourire des producteurs et elle est devenue la plus vendue. Et puis, vous voyez, ce logo fait en 24 heures par un cousin, il n'y avait pas d'agence de com, c'est le logo de la marque. Aujourd'hui, la plus vendue parmi les nouvelles marques créées depuis 10 ans. Le monde économique n'a pas créé une marque depuis 10 ans qui se vend plus que cette marque de consommateurs qui aide des gens qui nous nourrissent à vivre de leur métier. Et pour finir sur ce que vous disiez au début, je crois qu'on peut se dire que les produits qu'on rêverait d'avoir pour toutes ces causes nobles et essentielles à notre planète et à notre environnement et à notre vie tout court, il faut quand même qu'ils soient en rayon. Après, je reviendrai sur le bio, parce que j'ai quand même parlé après à l'agence bio d'années de communication où, franchement, en France, c'est très simple les choses. En fait, c'est pas très compliqué. Le bio, c'était devenu le bio du bout du monde aussi, quoi. Alors, tu t'es complètement perdu. Alors, le bio, c'est quoi ? T'avais plus envie d'acheter un produit local qu'un produit bio du bout du monde. Tout était un peu mélangé. On leur disait, nous, consommateurs, pourquoi vous ne parlez pas du bio français ? Pourquoi vous ne parlez pas de la rémunération des producteurs qui se battent pour faire du bio ? Pourquoi vous ne ramenez pas cette dimension ? Et aujourd'hui, l'agence bio te parle de part de marché, elle parle comme une start-up. Bon. Donc, nous, on estime, et je finirai là-dessus, quand Carrefour avait mis dans tous ses magasins ce qui a permis le décollage de cette aventure, et encore une fois, merci à eux, et c'est un merci sincère, Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, disait « Ouais, mais bon, je ne sais pas si ça se vend, c'est quand même un peu plus cher, est-ce que ça va vraiment se vendre ?» Et je me rappelle lui avoir dit « Mais gardez en tête cet exemple pour tous les produits qu'on rêverait d'avoir. » Je dis « Mais combien vous avez de produits dans vos rayons qui nous garantissent à nous consommateurs qu'en amenant des centimes supplémentaires, on va réellement aider les producteurs et changer leur vie à l'autre bout ?» Réponse, 0, ou 2 ou 3. Mettez 50% de produits en rayon et laissez-nous exprimer la capacité qu'on aura finalement, nous consommateurs, avec un peu de bon sens, rappelons-le, et pas mal de bienveillance, à acheter ces produits. C'est devenu la brique la plus vendue, la marque nouvelle la plus vendue. Donc la preuve, je m'autorise quelque chose au moment où les producteurs repartent sur la route. 27 fermes mettent la clé sous la porte par jour. En 2030, la moitié des producteurs part à la retraite. En 2030, on était à 1 500 000, là on est à 395 000, la moitié part à la retraite, il n'y a pas d'argent, pas de trésorerie, pas de perspective, pas de vacances. Et c'est juste des gens qui nous nourrissent tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Et donc je suis persuadé d'une chose, si demain dans tous les magasins de France, il y avait du Saint-Moré, du Caprice, des dieux, parlons d'autre chose que de C'est qui le patron, qui rémunèrent au juste prix les producteurs à l'autre bout, on verrait des prix augmenter un tout petit peu, pas beaucoup. Et si aucun des distributeurs s'amuse à rebaisser le prix qui fait que, comme l'autre finalement a baissé le prix, il faut que je le baisse, donc je pousse vers le bas et après je dis au producteur, désolé, on est en bataille un peu sur les prix, il te restera que quelques miettes pour survivre. Si on stabilisait cette notion d'un produit alimentaire qui a un prix objectif, un produit alimentaire avec un producteur derrière, ça a un prix. Il ne faut même pas qu'on se pose la question de savoir comment on pourra rogner 1 centime ou 2. Il faut qu'on donne le juste prix d'une rémunération saine à des producteurs. Et on aura donc des produits qui pourront retrouver effectivement d'autres qualités que des qualités que le premier prix enlève systématiquement. Quand tu veux le prix le moins cher, tu enlèves tout ce qui est un peu plus cher, un peu plus qualitatif, un peu plus noble et un peu plus vertueux. J'ai un peu fait caricatural,
je le reconnais, mais je voulais quand même contrebalancer l'idée qu'on était un peuple extraterrestre qui ne comprenait pas grand-chose et qu'il fallait rééduquer pour nous amener dans le juste chemin de la vertu. Mettez-nous les produits en rayon, expliquez-nous et rassurez-nous sur le fait qu'à l'autre bout, le producteur gagne sa vie, et on refera les comptes dans les prochaines années. Ça tend à prouver, en tout cas, par rapport à ce que disait Pierre-Marie, qu'effectivement, quand le consommateur comprend et qu'il a le produit sous les yeux, il est capable d'aller vers un produit qui a du sens pour lui. Alors, je vois Sophie Tabary de l'association Bio des Hauts-de-France qui prend des notes depuis tout à l'heure. Alors, j'ai très envie de lui passer la parole pour qu'elle puisse réagir sur cette question d'une alimentation qui soit durable, qui soit saine et peut-être abordable pour tous. Ben oui, alors moi, Sophie Tabary, je suis agricultrice dans les Hauts-de-France et je suis présidente de l'association des producteurs bio des Hauts-de-France. Et en bonne agricultrice bio, j'ai pas fait ma pub, j'ai pas ramené mon petit logo bio, donc je suis vraiment bio. Et effectivement, on coche beaucoup des cases de la transition qu'a exposé Pierre-Marie Aubert, parce qu'en fait, les rotations sont nécessaires si on veut se passer de pesticides. La diversification est nécessaire si on veut sécuriser des productions avec les aléas climatiques qu'on connaît et tout le reste. Voilà. Et il faut aussi qu'on puisse tester des choses sur des surfaces qui n'impliquent pas toute notre production. Donc on est habitué à faire tout ce qu'il faut pour cette rotation, pour cette transition. Et de la même manière, l'élevage fait partie prenante parce qu'on n'a pas le droit aux engrais de synthèse et du coup, on travaille en synergie entre animal et végétal. Donc on coche beaucoup des cases de la transition et pourtant, il y a eu une crise il y a quelques années maintenant. Ça fait 3 ans que la bio est en crise et je suis trop contente de vous avoir parce que Carrefour a quand même participé beaucoup aux réunions qu'on a fait. Mais moi, j'ai fait des réunions terribles où on demandait à la GMS de ne pas déréférencer pour maintenir l'offre en bio et où on nous disait mais en fait, c'est le consommateur qui décide. Alors moi, j'ai cherché. Je me suis dit, mais alors, si je suis extrêmement méfiante, je suis agricultrice, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on dit à ma profession qu'il faut qu'elle fasse mieux, qu'elle produise moins et qu'elle respecte plus l'environnement. Ça fait 30 ans que des paysans sont mécontents et n'ont plus foi, en fait, ni envers les coopératives, ni envers les GMS, ni envers quiconque aurait une solution miracle. On est devenus des gens qui sont très méfiants et qui mourront doucement sans que personne ne le sache. Et voilà, donc vous allez le savoir parce que je pense que ça va, avec l'accord du Mercosur, ça va forcément revenir sur le tapis. Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on parlait de jeu. Et je trouve ça bien de considérer le monde économique comme un grand jeu. Sauf que quand ça fait mourir des gens, c'est plus vraiment un jeu. Et je comprends pas du coup pourquoi on n'accepte pas des règles. Pourquoi, quand on parle de CSRD, par exemple, de double matérialité, d'impact, voilà, quand on rentre pas en comptabilité, pourquoi on n'accepte pas la rentrée en comptabilité des externalités négatives de l'agriculture conventionnelle? Pourquoi on n'accepte pas de chercher les scope 3 dans les entreprises? Parce que la RSE, quand c'est 15% d'un business, c'est bien, mais ça change pas le système, quoi. En fait, moi, je pense qu'il faut des règles. Il faut changer le game. Et en fait, on a besoin qu'on soit tous d'accord sur les règles qu'on met pour travailler à la durabilité. La crise de la bio, elle a montré qu'on a beau être hyper résilient économiquement, en fait, si le marché n'est pas là, on est obligé de se déconvertir. Et cette année, il y a une crise climatique dans beaucoup d'endroits en termes techniques. On a des défis techniques en tant qu'agriculteurs. On se rend compte en bio qu'on fait à peu près pareil qu'en conventionnel. On a les mêmes baisses, par contre, nos fermes économiquement tiennent mieux. Ça s'appelle la robustesse. Et en fait, j'en ai marre qu'on parle de compétitivité parce que c'est ce qui nous a détruits. J'aimerais qu'on parle de robustesse et j'aimerais aussi qu'on parle de partenariat réel. Et c'est pour ça que je salue l'initiative de C'est qui le patron, même si j'ai très peu apprécié la vidéo avec Carrefour, Intermarché et Michel-Édouard Leclerc, où vous êtes sortis d'un petit restaurant tranquille à Paris et où vous parliez de la brique C'est qui le patron. Ben en fait, pourquoi, quand on parle de règles, vous vous dépêchez d'aller voir l'État en lui disant que vous n'en voulez pas, si vous acceptez C'est qui le patron et si vous êtes d'accord pour vendre ces briques? C'est qui le patron n'a pas pour vocation à rester 10% ou 5% ou je ne sais pas combien de la GMS. Il faudrait que ce soit tous les produits qui arrivent en GMS qui soient équitables. Et si possible, respectueux de l'environnement. C'est ça la durabilité. Ce n'est pas une utopie, en fait, c'est la condition même de pouvoir continuer à jouer. Alors peut-être, Bertrand, vous voulez répondre ? Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Bon, déjà, on sortait pas d'un restaurant. On sortait des 8 ans de C'est qui le patron. Et on se réjouissait justement d'avoir collectivement réussi ce défi. Parce que je suis d'accord que c'est un défi. Mettre un produit comme celui-là dans un magasin et le vendre, c'est pas juste comme ça. Ça nécessite d'être accompagné, de comprendre, de se battre contre d'autres acteurs
Et je me souviens, Nicolas, hein, d'autres acteurs qui n'en veulent pas. Hein, et donc, en fait, il faut être persévérant. Et je pense que notre persévérance, elle a montré que C'est qui le patron a fait tache d'huile. Moi, je suis d'accord sur vous, hein, quand vous dites c'est trop petit. C'est trop petit. C'est déjà énorme. Bien sûr que c'est trop petit, mais moi, je trouve qu'il y a encore trop de plastique. Je trouve qu'il n'y a pas assez de bien-être animal. Tout est trop petit. Moi, je trouve que le changement climatique, c'est une réalité. On l'a pris beaucoup trop tard. Par contre, tout ça, ça ne doit pas être des excuses à l'inaction. C'est pas des excuses à l'inaction. Moi, le bio, on l'a tenu chez Carrefour, on a tenu les filières. Et si la GMS faisait pas les 5 milliards d'euros de bio, ce serait existerait même pas. Hein, donc, en fait, ce qu'il faut réussir à faire, il faut réussir, je pense, à être l'un avec l'autre. Quand on construit une filière, on est l'un avec l'autre. Quand on travaille avec C'est qui le patron, on est l'un avec l'autre. Ce qui serait une chance pour nous, c'est de réussir à travailler ensemble et pas l'un contre l'autre. Et il y a beaucoup trop de l'un contre l'autre. Il y a beaucoup trop de ah ben oui, ben c'est simple, regardez le schéma. Moi je produis, vous vendez. Ah ben vous vendez pas. Non mais c'est votre faute. Attendez, c'est votre faute. Attendez, c'est pas la faute de l'un ou la faute de l'autre. En fait, c'est un écosystème. Pierre-Marie l'évoque très bien. C'est pour ça que j'avais félicité le travail. En fait, il y a un écosystème global qui a travaillé. Et si on est 2, si on est 3 pour bouger l'écosystème, ben on est bien plus puissant. Et le bio, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, il y a des moments, la société a lâché. C'est ni vous, ni nous qui avons lâché, ni le consommateur. C'est la société globale qui a lâché. C'est le prix qui est devenu la priorité dans la tête des Français. Et puis d'un seul coup, le prix. Et puis après, et vous savez, quand vous menez votre main, je vous laisse après parler. Quand vous avez votre main là qui approche le produit et que votre critère de choix, c'est le prix, et ben c'est là où ça pêche. Et c'est là où on peut travailler ensemble. Mais c'est pour ça qu'il y a aussi collectivement la responsabilité d'un récit différent. Et ça pose aussi la question du changement de modèle au sein de vos... En fait, on parle toujours de l'agriculture comme il faut changer les pratiques. Mais en fait, l'industrie doit changer ses pratiques. On ne peut pas avoir des énormes usines qui font que de la patate. Il faut forcément qu'il y ait des petites usines qui permettent de traiter la diversité que nous, on propose. Et il faut forcément qu'au niveau des GMS, vous sachiez que le prix, c'est pas simplement un prix. Il y a aussi un coût sociétal et il faut aussi accepter du coup que la société dans son ensemble ait conscience du prix. L'ITAB a fait une étude sur les externalités négatives de l'agriculture biologique, les externalités positives de l'agriculture biologique si on payait réellement le coût de l'alimentation conventionnelle, tous collectivement, je vous assure que les gens choisiraient du bio. Ce ne serait même pas une question, parce que le prix, là, il serait dramatiquement tellement plus élevé en conventionnel. Et en fait, on a besoin d'aider les agriculteurs à changer. Si les agriculteurs, je l'ai dit encore une fois, on devient très méfiant. Si les agriculteurs ont autant de mal à changer, c'est parce qu'il n'y a pas de sécurité. Et jusqu'à cette crise-là qu'on a connue, qui était majeure, à chaque fois qu'il y avait une crise en conventionnel, les gens allaient en bio parce qu'il y avait la perspective de changer son modèle économique, être plus robuste, et du coup, assumer le fait de changer d'orientation. Avec la crise de la bio, on a collectivement failli à leur proposer un modèle de sortie du productivisme et de la destruction de l'environnement. C'est ça qui s'est passé, en fait. C'est dramatique parce qu'on était sur une pente hyper positive, avec 20% de part de marché. Enfin, c'était une croissance à 2 chiffres exceptionnelle. On était en train de convertir les systèmes les plus difficiles à convertir, qui sont les systèmes en grande culture, où il faut vraiment plus de 10 ans pour réussir à poser quelque chose et avoir un système agronomique qui fonctionne. On a détruit ça là. Je ne sais pas comment on va le rattraper, mais effectivement, il y a intérêt à ce qu'on soit main dans la main. Et je redis quand même quelque chose. Si l'agriculture et si l'agriculteur est aussi mal, c'est parce que la GMS et les coopératives se mettent sur le dos depuis que cette histoire de prix, depuis le début, depuis les origines, je pense. Mais du coup, c'est nous qui trinquons et c'est nous qui crevons. Donc en fait, effectivement, il va falloir se prendre par la main tous ensemble. J'aimerais bien que l'État soit là, qu'on arrive à reterritorialiser aussi, parce que l'alimentation, c'est aussi un défi de territoire. C'est aussi remettre le sens de l'alimentation et la souveraineté au sein des territoires. Ça n'empêche pas les exportations, c'est pas du repli sur soi, c'est de la sécurité alimentaire, c'est ce qui fait qu'on a une société, même quand ça va mal autour. C'est hyper important. On ne fait pas population et on ne fait pas peuple quand on a faim ou quand on risque d'avoir faim. Voilà. Et donc le mot de la souveraineté, c'est pareil que le mot de la compétitivité, il va vraiment falloir qu'on arrive à le redéfinir. Le changement sémantique, c'est super important. Merci. Ouais. Nicolas Chaban, et puis après je voudrais poser une question à Gadji. Pardonnez-moi, juste pour rebondir, c'est vrai, il faut prendre le temps d'entendre ce que vous dites, quoi. Nous, on le vit avec les producteurs bio, qui font un boulot fabuleux quand on détaille. Prenez le temps d'aller voir ce que c'est le cahier des charges bio, le boulot fait par des producteurs bio. Juste le temps de regarder. Et ils arrivent à être payés moins que certains produits conventionnels. Alors que la société tout entière leur a demandé de devenir bio parce que c'était important et il y a eu cette conversion bio.
Moi, je suis persuadé de ce que vous dites. À un moment donné, en tant que consommateur, je me fais porte-parole des consommateurs. Il faut qu'il y ait un petit cliquet qui passe au-dessus de 40 ans d'échanges et d'habitude. Les gens qui nourrissent les autres, et notamment ceux qui impactent le moins l'environnement et qui prennent soin de bien d'autres choses que simplement nous amener à manger, doivent être surprotégés. Comment il est possible que dans une société, il n'y ait pas cette évidence-là ? J'étais avec des gens, des plus jeunes là, dans une classe. Je leur ai dit, imaginez un peuple qui viendrait du fin fond de l'univers, il débarque et il nous dit bon, alors comment ça marche votre planète là ? Donc il y a 8 milliards de gens sur Terre, ok ? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Bah, se nourrir. Ok, boire un peu d'eau, ok. Qui vous nourrit ? C'est des gens qui s'appellent les agriculteurs. Naturellement, il imaginerait que c'est quand même la famille la plus protégée et qu'on protégerait le plus, puisqu'ils nous amènent chaque jour quelque chose qui est absolument vital. Et dans le contexte actuel géopolitique, les bateaux du bout du monde, je ne sais pas si c'est un vrai bon pari. Donc il faut qu'on se réveille, que ce soit pour le bio ou tous les producteurs de France. Il y a un coût minimum à l'alimentation. Ça a un coût objectif. Ça ne peut pas être le coût de la bagarre entre les acteurs du monde agroalimentaire. Il faut sanctuariser ce coût, ces moyens. Vous ne devriez pas venir en disant « Écoutez, voilà ce que j'ai à vous dire. » Vous voyez, vous dites deux choses, tout le monde applaudit. Donc c'est une évidence pour 90 ou 95% des gens en France. Pourquoi ça ne l'est pas pour une minorité de gens qui organisent pour nous tous ce qu'on appelle un marché et finalement la mise en marché de ces produits. Et l'agence bio, encore une fois, et j'ai rien contre elle, mais j'en ai reparlé avec sa directrice, on devait intervenir pour expliquer notre point de vue de consommateur. Ils nous ont dit non, mais le consommateur, bon, c'est pas forcément une évidence pour la bio. C'est-à-dire qu'il y a un problème. C'est pas des parts de marché, la bio. C'est des gens qui se battent tous les jours, qui essayent de se nourrir, de nourrir leur famille, en nous faisant des produits extraordinaires qui sont ceux qu'on doit faire pour que demain, ça se passe beaucoup mieux. Voilà, vous devriez être dans une position de respect et de protection naturelle. Et moi, je suis persuadé que ça va venir. Nous, c'est qui le patron, on a amené le côté un peu transparence. Le jour où on va comprendre ce que vous faites, et vous le racontez très bien, et qu'on va comprendre que vous disparaissez au moment où il va falloir qu'on se nourrisse pour les années à venir, je pense que le réveil n'est pas loin. Mais il faut qu'on écarte les gens qui ont tendance un peu à affaiblir ce message. Alors, parce qu'il change juste fondamentalement beaucoup de choses dans l'économie et dans la manière dont on consomme. Et c'est sûr que ça demande une remise en cause du système plus global. Mais pour le meilleur. Et en fait, je suis sûre qu'il y a des initiatives. Et c'est là où il y a un sens du business qui doit arriver, quoi. Il y a des choses à faire, en fait. Et il faut réussir à saisir l'opportunité. Je me tais maintenant. Merci. Agathe Gignot, je suis frappée parce que y a vraiment, on a l'impression, et vous le disiez peut-être sur la question du bien-être animal, on a l'impression qu'on est un petit peu clivé, la société. C'est-à-dire on aime les animaux, mais on en mange de plus en plus. On a envie de manger bien, mais on veut des prix de moins en moins chers. Comment vous voyez ça, cette espèce de bizarrerie là, de la société ? Je pense qu'il y a vraiment un enjeu à inverser la charge de la preuve, comme le disait, pour que ce qu'on donne à voir, ça corresponde vraiment à la réalité des impacts. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les consommateurs ou les citoyens, ou plus globalement, adoptent des stratégies de contournement face à des contradictions apparentes. Et donc, ils vont essayer de avoir l'air de ne pas consommer de la viande, plutôt consommer de la viande à l'extérieur. Je suis sûre que vous êtes nombreux à faire ça. On en consomme plus chez soi, du coup, on en consomme à l'extérieur, ce qui est quand même à peu près le pire choix possible, puisque c'est là où on a le moins de traçabilité, le moins de visibilité, et là où la marge va certainement pas au producteur. Donc ça fait partie des stratégies de contournement quand on n'a pas l'information, et en plus de ça, quand on va dire que l'information principale va venir essentiellement des plus gros volumes, et les plus gros volumes sont pas forcément ceux qui sont les plus vertueux. Et donc on a une espèce de gloubi-boulga d'informations qui fait qu'on sait plus, on sait plus comment faire, et on est dans cette période là justement où ça impacte la bio, parce que la bio elle est devenue industrielle, elle est devenue alors que elle est 80% issue de française, elle est plus de 80% les produits bio sont français et sont locaux. Enfin bon, donc c'est toutes ces contradictions.
sur l'enjeu du bien-être animal, qui est une des contradictions les plus fortes parce qu'elle touche à une sensibilité, enfin, elle touche à un point chez l'être humain qui est ultra sensible. On a vu, le débat, c'est complètement polarisé. C'est complètement polarisé en il faut manger ou pas. Est-ce que la question, c'est manger ou pas de la viande? Or, l'enjeu, c'est ce que disait aussi Pierre-Marie, c'est pas l'enjeu de manger ou pas de la viande, c'est de choisir les modes de production pour leur impact notamment sur les conditions de vie des animaux. Et ça tombe bien, ils vont aussi avec les conditions de vie des producteurs, ils vont aussi avec les enjeux de durabilité. Alors, pas toujours à 100%, mais quand même globalement. Donc, de pouvoir... c'est un des leviers essentiels, c'est d'assumer, de pouvoir répondre à notre besoin et envie ou souhait ou obligation, peu importe, de consommer, mais en sachant derrière ce qu'il y a. Et nous, ce qu'on voit aujourd'hui sur le bien-être animal, on a développé l'étiquette bien-être animal, qu'on aimerait bien pouvoir apposer sur l'ensemble des produits bio. En particulier, il y a un sujet, c'est la filière porcine. On a développé un cahier des charges sur la filière porcine, sur le bien-être animal, qui est super complet, qui correspond à des cahiers des charges existants, celui de la bio. Or, la bio est passée de 1% de la production française à 0,5% de la production française. Donc, il y a très peu de volume. Ce qu'on a, les acteurs qui sont autour de la table de cette étiquette bien-être animal, pour leur production biologique, pour qu'on puisse valoriser, utiliser cet enjeu de bien-être animal qui touche tout le monde. Tout le monde, 95% des Français veulent... je peux vous mettre une liste d'enjeux de bien-être animal. On n'a pas assez de volume. Voilà ce qu'on nous répond en face. Il n'y a pas assez de volume pour s'engager dans une démarche qui pourtant est une démarche essentiellement de traçabilité. Donc l'enjeu, c'est la question d'échelle. Et donc derrière ça, je me retourne vers vous, distributeurs, mais en réalité, l'enjeu, c'est les maillons inférieurs aussi, les maillons de transformation qui ont besoin de volume pour faire marcher leurs usines. Et au final, on a une chaîne qui est dans un système, et c'est vraiment un enjeu de système, en effet. Chaque maillon va être dans une certaine mesure responsable du fait qu'il faut à chaque fois un peu plus de volume pour qu'on puisse le mettre sur le marché. C'est quand même incroyable qu'on n'ait pas assez de volume pour pouvoir valoriser le bien-être animal sur la production porc bio. C'est quand même une des productions qui a le plus besoin de soutien aujourd'hui pour repasser à plus de 0,5% de la production française. On n'y arrive pas sur ces enjeux de volume parce que derrière, il faut des unités de production qui soient plus adaptées au territoire, qui soient plus petites peut-être en partie. Et ça, c'est assez compliqué à faire vivre. Donc c'est là où il y a un enjeu d'investissement pour pouvoir faire monter et valoriser les externalités positives de ces productions durables. Je ne sais pas si ça répond. C'est ce qu'on constate, en tout cas en matière de bien-être animal, c'est que très vite, les investissements peuvent être importants et qu'ils vont nécessiter des volumes pour avoir un retour sur investissement. Donc l'enjeu, c'est d'essayer de limiter les coûts intermédiaires et du coup, ça va être sur des gros volumes. Et c'est là où on n'arrive pas à trouver la place sur le marché. Pourtant, le cahier des charges bio, il se distingue et il devrait être mieux valorisé par les politiques publiques également, qui ont un rôle à jouer pour montrer la vision qu'on veut sur l'élevage en particulier. D'accord. Ça revient peut-être un peu à un point que vous aviez abordé au début, Sophie, sur la question de la réglementation, c'est-à-dire qui pourrait probablement être une solution, mais qui n'est pas toujours bien perçue par la totalité des acteurs. Comment vous voyez ça aujourd'hui? Est-ce que vous voyez ça vraiment évoluer plutôt pas trop dans le bon sens, ou bien est-ce que vous pensez qu'on peut s'appuyer sur les réglementations pour amener des évolutions comme ça assez systémiques, qui touchent tous les acteurs? Pour moi, il faut des règles. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir sans ça. Et on voit bien avec le Mercosur. Qu'est-ce qu'on va aller proposer comme agriculture française face à ça? On est en train de vendre notre souveraineté alimentaire pour des voitures. Il faut en avoir conscience quand même. C'est ça qui est en train de se passer. J'ai pas l'impression qu'on ait conscience que effectivement, il y a de moins en moins de fermes et que ça devient des fonds d'investissement qui investissent dans l'agriculture. Les fonds d'investissement, ils ne seront pas français. Les fonds d'investissement, ils n'en auront rien à faire que les gens du fin fond de la Beauce ou dans le Périgord, ils crèvent de faim. C'est un fait, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Je trouve qu'on n'est pas assez stratégique. On n'a pas réussi à remettre la question alimentaire au sens d'une stratégie en contexte de crise. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas du tout à influer, c'est que la crise, elle n'est pas encore suffisamment là. Quand elle sera là, il sera trop tard. On le voit dans les écosystèmes. Moi, je replante j'avais déjà une ferme, j'ai 20 km de haies, je fais de la filière bois énergie. J'ai vraiment une ferme
déjà hyper pointues, quoi. On a replanté des haies, on a été obligé de les arroser. Vous vous rendez compte? Mes grands-parents seraient fichus de nous, quoi. On est obligé d'arroser des haies pour les faire pousser, alors que c'est des essences qui sont censées pousser toutes seules. 10 ans. Il nous reste 10 ans en termes de transition technique pour réussir à suffisamment massifier les écosystèmes et les rendre suffisamment robustes pour réussir à affronter les crises qui arrivent. Si ça s'est pas fait, c'est mort. Je regrette les 3 ans qu'on a perdus d'agriculture biologique, de développement de l'agriculture bio, parce que c'est 3 ans perdus sur notre capacité à pas mourir de faim dans 30 ans. Et je regrette encore plus qu'on en soit encore à devoir aller dans la rue pour le Mercosur. Je ne comprends pas. Merci. Bertrand, est-ce que vous voudriez peut-être nous dire de votre point de vue comment on pourrait dépasser un peu ce que j'évoquais au début, ce phénomène de patate chaude où finalement on a l'impression qu'on se renvoie tous les uns les autres, les différents acteurs, la responsabilité d'eux. Comment vous imaginez qu'on puisse avancer tous ensemble pour arriver justement à vraiment accélérer dans cette transition de notre alimentation ? En fait, déjà, je voudrais revenir sur les règles. Et il nous faut des règles, c'est clair. Mais par contre, il faut pas la patate chaude, faut pas dire il me manque des règles, ou c'est la faute de l'État, ou c'est la faute du gouvernement qui a pas vu ça, etc. Non, je pense que là, on se trompe quand on fait ça. Le bio, si je prends l'aventure, donc dans la GMS, ça date en 92. Il y a un gars qui se dit le bio, ça va se vendre en GMS, ça va se déployer, on va le rendre accessible à tous, etc. Et c'est ça qui a aussi contribué au développement du bio. Mais c'est une initiative volontaire, c'est une personne qui s'est dit j'y vais à fond. Ça reste très volontaire tout ça. C'est qui le patron? Quand c'est qui le patron est en train de naître, il n'y a pas le gouvernement ni un préfet, si je ne me trompe pas, il n'y a personne qui vient vous dire. J'en pense que Ils sont toujours pas là. Donc ils sont toujours pas là en plus. Mais par contre, donc en fait, il faut quand même laisser l'initiative d'êtres humains, de personnes qui sont là, qui se disent tiens, j'ai un truc bien à faire, ça va dans le bon sens, et il faut le faire. Ça, c'est mon premier point. Il ne faut pas attendre les règles, les trucs, etc. Enfin, ça, on les aura jamais. Peut-être que quelquefois, il faut enfreindre certaines règles. Donc, je pense que sur le bien-être animal, il y a eu des sujets sur... je me souviens quand moi, j'avais été choqué du broyage des poussins et que j'avais vu l'ovosexage des œufs en Allemagne, je m'étais dit, pourquoi on ne fait pas d'ovosexage en France ? Et à cette époque-là, on me dit, ouais, mais percer l'œuf à un endroit pour connaître le sexe du poussin, c'est compliqué, etc. On l'a fait quand même. On l'a fait, mais quand même, ça veut dire qu'en France est arrivé l'ovosexage. Ça veut dire qu'on connaît maintenant le sexe du poussin avant qu'il naisse pour qu'il devienne une poule pondeuse. Donc on évite de broyer des poussins mâles. Ça, c'est une initiative quand même volontaire. Cette initiative volontaire, elle a donné quoi ? Elle a donné des règles. Et ça, c'est là où je voudrais arriver. C'est qui le patron a fait naître les EGA ? Les premiers leaders du bio en 92 sur la farine bio, ils ont fait naître le déploiement du bio. Alors est-ce que c'est bien ou pas bien ? Moi, j'ai pas d'avis là-dessus. Aujourd'hui, je vous dis que c'est un gros marché le bio. Est-ce qu'on a créé... Souvent, je me pose cette question. Est-ce qu'on a créé une bulle ? Est-ce qu'on a créé une bulle dans laquelle les Français se sont embarqués et que cette bulle est en train de se dégonfler ? Moi, j'y crois pas. Et nous, chez Carrefour, on n'y croit pas. Alors vraiment très rapide, s'il vous plaît. Ouais, j'ai un exemple parce que du coup, je trouve ça intéressant. Les règles, pour moi, c'est pas les règles de l'entreprise. C'est pas les règles de qui va avoir la bonne idée au bon moment, parce qu'il y a encore plein de trucs à faire sur le vrac, etc. C'est à un moment donné dire l'impact de l'entreprise sur l'environnement doit être pris en compte et on doit avoir une comptabilité commune de ça. Je prends un exemple qui n'est pas celui de l'agriculture, mais qui pour moi est emblématique. Regardez le slip français. On est sur de la réindustrialisation. On est sur une façon écologique de faire du textile. Crise, le slip français est obligé de revoir son modèle et c'est pas pour le meilleur. Il est moins cohérent. C'est dommage, en fait. Il a perdu des parts de marché alors que c'est ça qu'on veut, en fait. C'est ça que, dans une perspective utopique, mais en espérant quand même que le lieu existe, parce que l'utopie, elle n'a pas pour vocation à rester dans les limbes des esprits de certains, mais elle a pour vocation à se réaliser. Effectivement, donc par exemple, je trouve que ce problème-là, quand je parle de règles, je parle de comptabilité d'entreprise, c'est hyper important parce que c'est ça qui nous permettra vraiment de sauver ces choses. On est en train, nous, dans les Hauts-de-France, de la fabrique à sucre. L'idée, c'est on va
On essaie de créer un petit outil pour que les betteraves, ça représente que 5% de l'assolement de nos agriculteurs. Comme ça, on est sûr qu'ils n'ont pas besoin de néonicotinoïdes, parce que du coup, à côté, il y a du blé, il y a du soja, enfin, il n'y a pas du soja, il y a du blé, il y a d'autres trucs, quoi. Il y a plein de choses. Donc la betterave, c'est un tout petit peu, donc on avait besoin d'un petit outil. On a été aidé, on a financé cet outil, on a été aidé pour le financer, mais cet outil, dans une période de crise, forcément, notre prix de la betterave, il va être beaucoup plus élevé que quand on peut faire du commerce international. Comment on fait en fait pour sécuriser cet outil-là? Parce qu'il est pertinent. La manière dont on fait de ce sucre-là, il est sans eau. Enfin, on a vraiment réfléchi le système en entier. Notre système, il est robuste en cas de crise. Dans le contexte du marché, il ne l'est pas. Ça pose une question quand même. Voilà. Et je suis sûre qu'on va y arriver. Il y a les questions du territoire. Les collectivités prennent un peu en main la manière dont on travaille l'alimentation. Enfin, il y a plein de choses à faire, plein de choses à inventer. Ce qui est super important, c'est de se dire qu'on n'a pas encore pensé l'impensé et qu'il faut qu'on s'autorise à le penser. Il faut qu'on s'autorise à sortir un peu de nos cadres et de nos manières de faire, quoi. C'est ça l'innovation. Merci. Alors, je crois qu'Agathe Gignoux avait un commentaire et je finirai avec Nicolas Chaban parce que malheureusement, j'ai déjà dépassé mon temps. Oui, non, je voulais. Enfin, c'était pour réagir par rapport aux règles qui sont souvent vues plutôt comme des contraintes et encore plus sur le bien-être animal et par les producteurs qui pourtant ne sont pas là pour. Enfin, qui n'ont pas du tout envie de faire pas de bien-être animal. Le broyage, c'est bien en fait. C'est très bien. D'ailleurs, c'est plutôt au niveau industriel. Pas interdire le broyage. Ouais, le broyage, c'est pas. Ouais, non, le broyage, c'est pas hyper bien. En fait, c'est plutôt l'élimination d'ailleurs, parce que c'est pas toujours par broyage. C'est aussi par d'autres méthodes qui sont pas top. Mais c'est pas hyper systémique. Et c'est vrai que souvent, les règles qu'on choisit, ça va être des règles qui vont malheureusement être peu porteuses de changements systémiques. Et c'est problématique parce que, comme vous l'avez très bien dit, Sophie, c'est un changement systémique qu'il faut pour pouvoir avoir une valorisation des engagements jusqu'au bout de la chaîne. Merci. Alors, Nicolas Chaban, pour finir, je me posais la question de savoir est-ce qu'une offre comme C'est qui le patron peut se massifier? C'est-à-dire, est-ce que ça reste une offre de niche ou est-ce qu'on a l'espoir qu'une offre comme ça prenne vraiment beaucoup d'ampleur dans l'avenir? Au-delà des produits, le principe, il faut qu'il soit général. Nous, comme on est des consommateurs, on n'est pas Coca-Cola. On a demandé à toutes les grandes marques, on leur a envoyé un visuel. Mettez un juste prix pour les producteurs. Le chemin le plus court pour qu'un maximum de producteurs soient aidés, c'est que les grandes marques le fassent. Nous, évidemment, 100 millions de produits, ça paraît beaucoup par an, mais à la fois à l'échelle de tout ce qui se vend, c'est pas assez. Mais 2 mots pour finir. Je crois, voilà, il y a eu un petit manifeste, tous les bénéfices vont aux producteurs. C'est un petit manifeste qui raconte les 8 ans, qui montre à quel point les producteurs disparaissent et qu'il y a des solutions. Qui décide pour qu'on se sorte de ce casse-tête, de ce mal de tête en tant que consommateur, où je vais, comment? Il faut qu'on se rende compte que le monde économique, il est dans notre poche. Le 1er janvier, l'ensemble de l'argent qui va être dépensé en France et dans le monde est dans la poche des consommateurs. Où on met cet argent? À quoi il sert? Pour ça, il faut qu'on ait de la transparence et des informations. Mais là, je peux vous assurer que ce n'est pas une utopie. C'est-à-dire si on décide collectivement, à un moment donné, que des produits doivent être justes pour les producteurs, impactant positivement pour le bien-être animal, pour l'environnement. Mais vraiment, si on le décide, vraiment, il ne faut pas confier ce sort à d'autres. L'histoire incroyable, c'est Egalim. Je vais vite. Audrey Bourlot, conseillère d'Emmanuel Macron, nous dit on va faire une loi en partant de l'aventure des consommateurs. Très bien. Vous le dites-le à la presse, il n'y a pas de problème. On a fait une photo à l'Élysée, on s'est un peu fait récupérer, mais on s'est dit tant mieux, ça va servir tout le monde. Egalim 1 arrive, pas de producteurs, pas de consommateurs à l'intérieur du système. On leur dit, désolé, vous avez oublié. Egalim 2, pas de producteurs, pas de consommateurs rassemblés au milieu de ces acteurs qui décident pour nous tous. Egalim 3, toujours pas. Egalim 4, consultation nationale sur le sujet. Il y a quelqu'un du bureau qui dit « On pourrait peut-être venir, nous, les consommateurs, on est 16 millions, on essaie de faire changer les choses. » Non, les ateliers sont terminés, finis. N'attendons plus que dans les ministères ou au niveau de l'Europe, il y ait des gens qui fassent ça pour nous. Vous savez, le principe de l'expert ou du conseiller, c'est qu'il doit réfléchir à des solutions pour le monde entier. Le principe, c'est qu'il ne va pas faire des solutions simples et bienveillantes qui pourraient être comprises par tout le monde. Il faut qu'il invente quelque chose. Alors, ils ont trouvé le hors-sol, et donc ça leur permet de faire des trucs qui ne marchent pas, qui sont absolument pas faciles à comprendre, et qui ne marcheront jamais. Donc, faisons nous-mêmes nos actes d'achat, ce bulletin de vote renouvelé tous les jours.
c'est une façon rapide de changer les choses, et plus rapide que n'importe laquelle qu'on pourrait faire, qu'on pourrait attendre d'autres gens. Voilà. Alors faisons les bons choix, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci à tous.